On passe de subir à choisir. Moi, c'est comme ça que je résume le Frexit. Aujourd'hui, on subit, demain, on choisit. On est là pour justement partager vos analyses et si vous voulez faire de la vulgarisation politique, parce que vous connaissez bien sûr l'adage, si vous ne vous occupez pas de politique, la politique finira par s'occuper de vous. Donc, merci de contribuer à l'alphabétisation politique de tout un chacun. Le fait que vous ne présentiez pas de candidat aux législatives est évidemment un énorme avantage pour nous dans cette émission, parce que vous pouvez vraiment vulgariser vos capacités d'analyse. Macron, c'est autre chose. On sent que c'est l'homme qui a été propulsé là par des intérêts qui n'ont rien de français, qui tout au long de sa carrière n'a jamais servi les intérêts français. Une fois qu'on a compris ce parcours, on n'est pas surpris de le retrouver en juin 2024 en train de balancer une grenade dans son propre peuple, de vouloir créer le chaos social. J'utilise ce mot parce que c'est le mot qu'a rapporté Ursula von der Leyen. C'est sorti beaucoup dans la presse allemande, puisque Macron lui aurait confié avant l'annonce de la dissolution qu'il allait faire ça, espérant griller le RN, je cite, et créer un chaos social en France. Un pays qui n'a plus de souveraineté ne décide par définition plus rien ou plus grand-chose, et donc ne peut pas avoir de vrais débats de fond. C'est-à-dire que pour avoir un débat idéologique, il faut avoir des idées, certes, mais il faut aussi qu'il y ait un enjeu. Il faut qu'il y ait un enjeu de pouvoir. On peut imaginer 1000 débats, ça fait partie de ce qu'on appelle la politique, c'est-à-dire s'occuper de la vie de la cité. À partir du moment où toutes ces grandes décisions sont prises par d'autres, qu'est-ce qui reste à la vie politique? Il reste à ce que le camp au pouvoir fasse passer la pilule. Donc il faut essayer d'avoir la meilleure communication possible, le meilleur marketing possible pour que ça passe. Vous avez un article qui est sorti dans Politico, version anglaise, enfin internationale, en anglais, aujourd'hui, qui explique que l'Union européenne, pour la première fois, pense à appliquer des vraies amendes, des vraies sanctions financières contre le gouvernement français, donc entendez le prochain, pour procédure de déficit excessif. Et on parle de choses très violentes, parce qu'on a vu le cas de la Hongrie où c'était des coûts de 100 millions plus 1 million par jour. Donc ça peut rapidement piquer, quoi. Et ça, c'était rien que sur l'immigration, c'était sur une mesure migratoire. Mais là, ça serait en plus sur les questions budgétaires, donc ça peut aller beaucoup plus loin. Ça peut être des amendes, je ne sais plus, mais ça peut être plusieurs milliards d'euros. Remarquez, on en paye déjà. On a payé des amendes il n'y a pas longtemps à l'Union europééne parce qu'on n'avait pas assez d'éoliennes. On a payé 500 millions. 500 millions fin 2022. On a dû acheter des droits fictifs d'énergie renouvelable, etc. pour compenser. Alors, c'est vrai qu'ils ont un programme moins ambitieux que 81. Par exemple, dans leur programme actuel, il n'y a pas de nationalisation. Enfin, j'ai rien vu en ce sens, en tout cas. Alors qu'en 81, je rappelle que Mitterrand a nationalisé 50% de l'industrie française et 90% du système bancaire. Tout à fait. Donc, on était sur autre chose. Là, il n'y a pas ça, mais il y a quand même une augmentation forte des salaires. Il y a quand même une remise en cause du libre-échange. Il est écrit, je l'ai vu, noir sur blanc, remise en cause du traité de libre-échange CETA, donc c'est le Canada, et Mercosur, c'est-à-dire, il est en cours de négociation, l'Amérique du Sud. Bon, là, on les prend en flagrant délit de mensonge parce que les traités européens écrivent, et c'est vrai depuis l'origine, le commerce est une compétence exclusive, ça veut dire ce que ça veut dire, de l'Union européenne. Ça veut dire que les États sont mis complètement de côté. Vous pouvez même ne pas ratifier un traité, il s'appliquera quand même. Donc, on l'a vu. Donc là, pour le coup, je ne vois pas du tout comment ils pourraient se débarrasser du CETA ou du Mercosur, sauf s'ils font le Frexit. Moi, je ne vois pas du tout comment on peut augmenter les salaires en restant ne serait-ce que dans l'euro. C'est pas que l'Union européenne, dans l'euro. Quand vous maîtrisez pas votre monnaie et que vous laissez à d'autres le soin de le faire, vous n'avez aucune capacité de faire ce qu'ils veulent faire. Là, c'est dans leur programme aussi, c'est-à-dire établir l'échelle mobile des salaires, l'indexation automatique des salaires sur les prix, ce qui est une règle aujourd'hui qui est presque, elle n'est pas interdite par les traités européens, on ne peut pas dire ça, mais de fait, elle l'est, parce qu'elle ne serait pas autorisée par la gestion monétaire. Donc, vous voyez, il y a plein d'incohérences, de problèmes majeurs. Ce qu'on leur laissera faire, c'est leur programme migratoire. Ça, il n'y a pas de souci. Oui. Et d'ailleurs, je ne sais pas s'ils se rendent compte que leur programme migratoire, qui est très laxiste, en réalité, rejoint parfaitement les demandes du grand patronat européen. Si Bardella est Premier ministre, il aura d'abord un problème interne. Il ne faut quand même pas l'évacuer. C'est qu'ils vont laisser une partie de leur majorité à Ciotti, qui va constituer son groupe. Tout à fait. Alors, Ciotti, je rappelle quand même qu'il défend la retraite à 65 ans. Oui. Il défend la suppression de 250 000 fonctionnaires, qu'il vient de voter les réformes sur l'assurance chômage, qu'il a voté en matière diplomatique, on en parlait en mars dernier, j'ai revérifié, il a voté l'accord de sécurité
France-Ukraine. Vous me direz, le RN ne s'est pas opposé, ils se sont abstenus. Oui. Qu'il a toujours approuvé les traités européens, etc. Donc, il va avoir le même problème que Front Populaire s'ils arrivent aux responsabilités, mais peut-être sur d'autres sujets. Par exemple, en matière migratoire, parce que c'est quand même le cœur de leur programme aujourd'hui, il n'est pas possible, en restant dans Schengen, en restant dans l'Union européenne, j'y ajoute la CEDH, mais bon, ça à la limite, ça se réglera dans un deuxième temps. Les Anglais sont en train de le découvrir. Mais en tout cas, en restant dans l'Union européenne et dans Schengen, il n'est pas possible de réguler l'immigration, de baisser l'immigration. Il n'est pas possible de faire des expulsions collectives d'étrangers en situation illégale, c'est interdit. Il n'est pas possible d'interdire le regroupement familial, mais même pas de le modérer, c'est précisément écrit. Il y a une directive européenne en 2003 qui rend le regroupement familial quasiment, qui en fait une vache sacrée. L'asile aujourd'hui est largement communautarisé. Le pacte migratoire vient de passer et il impose un système de relocalisation des migrants, sinon 20 000 € d'amende par migrant refusé, enfin un truc délirant. Et donc en réalité, s'il reste dans ce système-là, il ne pourra pas mettre en place le début du quart de ses promesses. Ça n'est pas du tout un hasard que les gens réfléchissent bien. Ça n'est pas un hasard si depuis des décennies, ça ne se compte même plus en années, c'est en décennies. Ça n'est pas un hasard si c'est la même politique, au chouïa près, mais enfin bon, à epsilon près, c'est la même politique qui est conduite en France. C'est que le système, avec son rouleau compresseur, impose une politique qui est de plus en plus semblable et ne laisse quasiment plus rien aux transitions normalement démocratiques. Le système européiste, on le voit bien, est profondément déprimant. C'est pas pour rien qu'aujourd'hui on est dans une situation où le peuple français est complètement dépressif, où il ne vote plus, il ne croit plus en rien. C'est la conséquence logique de tout ça. Mais c'est pas du tout inéluctable. C'est simplement qu'on bute toujours sur le même mur, et donc la solution, c'est d'enlever le mur. C'est pas une baguette magique, il n'y aura rien de facile derrière. Je vends pas du rêve aux gens en disant faisons le Frexit et demain 1000 ans de bonheur. Ce serait mensonger. Mais au moins, on passe de subir à choisir. Moi, c'est comme ça que je résume le Frexit. Aujourd'hui, on subit, demain, on choisit. On peut choisir des choses bonnes ou moins bonnes. On en débattra. Il y aura encore des erreurs qui seront commises derrière, évidemment. Il y aura rien qui sera rétabli tout de suite. Mais au moins, on peut se recréer un destin national, on peut se recréer un projet, on peut choisir sur telle ou telle politique. Il y aura d'autres contraintes. On n'est pas dans un monde où on sera seul au monde. On aura d'autres contraintes. Mais malgré tout, on aura infiniment plus d'espace de choix et de liberté et d'indépendance pour pouvoir mener nos politiques. Et là, on sort du désespoir. Voilà, je veux couper le coup à ce canard-là. Et il n'y a pas de Frexit caché dans le programme du RN. En 83, donc Mitterrand arrive avec son programme commun qu'il applique pendant 2 ans. Et en 83, il est face à un choix cornélien. Soit pour continuer de l'appliquer, il doit quitter le serpent monétaire européen. Soit il reste dans le serpent monétaire européen avec derrière la perspective d'une monnaie unique, mais il doit renoncer à son programme. C'est un choix cornélien. Et il y a à ce moment-là Fabius et Chevènement qui lui disent tu quittes le SME et tu appliques ton programme. Et en face, il y a Mauroy et Delors qu'on retrouvera 2 ans plus tard président de la Commission européenne en 85, qui lui disent tu abandonnes ton programme et tu restes dans le système monétaire européen. Et Mitterrand, manifestement, là pour le coup, c'est la décision d'un homme devant l'histoire, et pour moi c'est une très mauvaise décision, fait le choix de rester dans le serpent monétaire européen en se disant je ne peux pas trahir le projet européen. Est-ce qu'on a déjà vu dans l'histoire un pays subsister alors qu'il ne maîtrise ni ses frontières, ni sa monnaie, ni sa diplomatie, ni son commerce, ni son système agricole, c'est de l'énergie, enfin c'est fou quoi. Ni son énergie, ni son industrie. Est-ce qu'on a déjà vu une fois dans l'histoire un pays qui a réussi à franchir les années, les décennies et les siècles sans aucun outil, sans maîtriser rien de son destin et de ses politiques, ses grandes politiques? Bien sûr que non, ça n'existe pas. Donc on connaît la fin. La fin de l'histoire, c'est la disparition de la France. Et d'ailleurs, il y a des européistes comme Mario Draghi qui ont craché le morceau. En novembre dernier, j'en ai fait une vidéo le jour même, tellement ça m'a choqué. Sur l'Europe fédérale, absolument. Il a dit qu'il faut que l'Union européenne devienne un État. Donc, la France n'est plus un État, n'est donc plus rien. Et ça, il faut bien quand même revenir à ça fondamentalement. Surtout que le système derrière, si on nous remplace la France officiellement par le pays qui s'appellera l'Union européenne, il n'est pas très joyeux en termes de qualité de vie. Il faut quand même se rendre compte que c'est un système d'abord dans lequel les peuples seront niés, les identités nationales seront niées, ce sera le grand mélange mondialiste.
Et puis surtout, harmoniser les salaires avec la Pologne et la République tchèque, c'est pas forcément la meilleure idée du monde. La tiers-mondisation, on tirera tout vers le bas. Et en termes de liberté, on sait que c'est le système de techno-restriction de nos libertés par le numérique, par les passes, par l'identité numérique qui est un projet européen, l'euro numérique. Bon, on voit bien où ça nous mène. Et c'est pas un projet très heureux. C'est pas un projet, d'abord, c'est un projet fondamentalement triste, très triste, tragique de disparition de la France, qui est une nation merveilleuse, un pays merveilleux, et d'autres nations qui disparaîtront en même temps. Et c'est un projet en plus à titre individuel, si on pense qu'à ça. Si la France ne nous fait pas vibrer le cœur, bon, moi c'est le cas, et je pense que c'est le cas de quand même une très grande majorité de Français, mais même s'il n'y a rien de tout ça, pensez alors à vous-même et à vos enfants. La vie dans le système euromondialiste n'est pas agréable. C'est une vie où une petite caste jouira de liberté, le reste n'en aura pas. Un certain Pierre Mendès France, lorsqu'il a voté non comme député en 1957 au traité de Rome, a fait un discours que tout le monde doit aller revoir. Il est visionnaire. C'était le grand Mendès France, hélas. Et il a dit, ça finira par, il y a deux formes de dictature, soit on remet tous les pouvoirs dans les mains d'un seul homme, soit on crée une technostructure qui prend tous les pouvoirs et qui mène à la fin une politique au sens national et international du terme. C'est exactement ce qu'on vit, puisque ça contrôle aussi notre politique diplomatique internationale, d'ailleurs en l'alignant sur les intérêts washingtoniens d'un certain État profond américain, sur tous les sujets. Les règles budgétaires européennes sont réappliquées, elles sont même un peu durcies depuis le 1er janvier dernier. Elles avaient été mises entre parenthèses pendant le Covid, elles sont réappliquées, elles ont même été un peu changées dans un sens plus compliqué pour la France depuis le 1er janvier. Et il y a un article de Politico ce matin qui dit que cette fois-ci, ça y est, la France pourrait être rattrapée par les sanctions européennes, ce qui s'apparentera à une mise sous tutelle à la grecque. Pour le système, il faut avoir peur de tout. Il faut avoir peur de tout. Il faut avoir peur d'un virus, il faut avoir peur d'un variant du virus, il faut avoir peur de sortir de l'Union européenne, il faut avoir peur de sortir de l'euro, il faut avoir peur des Russes, il faut avoir peur des punaises de lit qui sont russes elles-mêmes. Il faut avoir peur de tout. Voilà. Donc non, ça, il faut arrêter avec ça. On est parfaitement capable de gérer notre monnaie nationale, on est capable de la recréer et on est capable de le faire. Il faut le faire intelligemment. Quand la Tchécoslovaquie s'est séparée en deux, en une semaine, la Tchéquie et la Slovaquie ont recréé leur monnaie nationale et ça s'est bien passé. Je veux dire, il faut arrêter. Il y a des ajustements, mais on sait le faire, on peut le faire, mais c'est indispensable de le faire. Sinon, nous serons esclaves. Bien de le souligner. Voilà, l'esclavage pour dette de Solon, moi, j'en veux pas. Je veux un pays libre. Et fondamentalement, après, structurellement, pour évacuer ce problème de la dette, il y aura toujours un peu de dette, et c'est pas forcément mauvais d'ailleurs, mais fondamentalement, il faut recréer des richesses en France. Hein. Je veux dire, c'est quand même la clé de la clé de la clé. Hein. Tant qu'on ne crée pas de richesses en France, on aura un énorme problème de dépendance à l'extérieur. Et il faudrait qu'on possède, avant l'euro, en 99, on possédait notre dette à 76%. Aujourd'hui, on la possède à 47%. Nous vivons, je le redis à tout le monde, je ne voudrais pas que les gens sortent de cette émission en se disant c'est désespéré. C'est pas désespéré. La situation, on va être réaliste, elle est rude, elle est dure. Il y a eu des moments, il faut se renseigner, il faut s'instruire, des moments tragiques, terribles, épouvantables dans notre histoire. Et c'est une question de volonté. À un moment ou à un autre, il vaut mieux que les choses se produisent, il vaut mieux que la vérité arrive, il vaut mieux que le mur il arrive en face de nous pour pouvoir à un moment bifurquer et changer complètement plutôt que de vivre dans l'illusion qu'il n'y a pas de problème, qu'on pourra y arriver. Non, je suis plutôt heureux que l'histoire accélère. Voilà. Et prenons cette période, ce moment historique comme un moment de vérité, de mise à nu, de choix, grand choix historique à faire. Et n'oublions pas que le seul souverain, à la fin des fins, ça reste nous. Hein. On a parlé beaucoup du système politicien, gouvernemental et tout, mais à la fin du fin, c'est pas quelques dizaines de personnes. À la fin des fins, il y a un peuple, il y a une histoire, il y a une culture, il y a une tradition, il y a un élan, il y a une volonté de vivre. Et si cette volonté de vivre, elle est là, on trouvera les chemins, le trou de souris même peut-être, pour s'en sortir. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Je ne sais pas comment ça se passera, je ne connais pas la temporalité, même le chemin que ça prendra, mais je suis certain qu'on s'en sortira. Je suis certain qu'on s'en sortira. Moi, j'ai une confiance profonde dans mon pays, je l'aime profondément. Et le miracle, c'est que je sais que je suis très très loin d'être le seul, qu'il y a des réserves de patriotisme immenses dans le peuple français qui ne demandent qu'à s'exprimer. Et ben, c'est peut-être le moment où elles doivent s'exprimer.